Vu du château d'eau, voici le domaine de Jean Bessé, 3 hectares de terre à briques, en bordure du village de Soudé, dans le Perche vendômois. Au nord du Loir-et-Cher, à 150 km au sud-ouest de Paris, Soudé est une commune rurale de 600 habitants frappée par l'exode rural. Cependant, l'école, quelques commerces et artisans animent encore le village. Jadis essentiellement vouée à l'élevage, la région est aujourd'hui grignotée par la céréaliculture. Malgré des arasements abusifs, elle reste, mais pour combien de temps encore, un pays de bocage. L'arbre et l'animal y ont encore leur place. Le Perche vendômois est un pays d'argile. De tout temps, l'homme a utilisé la terre pour construire ses maisons. Le torchis, mélange de terre crue et de végétaux hachés, garnissait les colombages. Dans les maisons de bauge, les murs tout entiers étaient en terre. Plus tard, l'homme a cuit la terre pour fabriquer des briques, des tuiles, des pavés. À partir de la fin du XIXe siècle, grâce au charbon et à une nouvelle technique de cuisson, la brique belge s'est répandue dans l'habitat paysan. Les constructions sont variées. Du F1 luxueux pour lapin distingué, au fil de briques pour poules équilibristes et un tantinet cabotine. La terre a donc été largement exploitée dans la région. Au début du siècle, une dizaine de briqueteries étaient en activité dans le canton de Mondoubleau. Il n'en reste aujourd'hui que quelques vestiges, comme ces ruines de fours au pied du château d'eau de Soudé, ou, non loin de là, près du château de Glatigny, ces anciennes fosses d'extraction en un lieu nommé comme par hasard Bois de la briqueterie. C'est cette même terre que Jean Bessé, comme avant lui son père et son grand-père, utilise pour fabriquer ses briques. Il s'agit d'un limon argileux, pauvre en silex, peu collant, qu'il emploie à peine humide. C'est la fabrication en terre sèche.
Depuis plus d'un siècle à Soudé, la famille Bessé exploite la terre pour faire des briques. Avant moi, mon père évidemment, et puis mon grand-père qui a créé l'entreprise, quoi, le chantier. C'est ça, c'est votre grand-père qui est... C'est mon grand-père qui a commencé. Oui. Et depuis, ça a continué dans la famille. Quoi. Et au départ, l'argile a été extraite également sur ce lieu. Sur place aussi, oui. Dès le début. L'argile a été extraite derrière au départ, là, oui, où il y a les arbres maintenant. Alors c'est le lieu qui a déterminé Oui. la création de la briqueterie. Oui, c'est ça, oui. Il faut chercher l'emplacement où l'argile est... Il y en a une épaisseur suffisante, Oui. pas de cailloux. Avoir quelque chose de convenable, quoi, pour travailler. Parce qu'évidemment, on ne peut pas dire on va aller chercher l'argile à 3 km et puis l'employer ici. Hein. Pour que ce soit valable, il faut que ce soit fait sur place. À l'aide d'un matériel hétéroclite, récupéré au hasard de la fermeture des briqueteries de la région et réadapté par Jean Bessé lui-même, la terre est extraite et transportée sous le hangar où les briques vont être moulées.
Ainsi, les briques sont moulées 2 à 2. Il en faudra 50 000 pour faire une cuisson. Les briques vont ainsi sécher lentement tout l'hiver. Et au printemps suivant, elles sont prêtes à être cuites. Mais auparavant, il faut préparer le fond du four pour le démarrage de la cuisson. Entrons donc dans le secret de cette préparation. Vous voyez d'abord les ouvertures dans le pied du mur qui correspondent à un tunnel qui sert d'arrivée d'air pour le tirage. Alors vous voyez donc ce premier rang de briques-ci qu'on appelle la cheminée. L'air arrive donc entre ces briques. Vous voyez ce rang-ci que l'on appelle la grille, c'est-à-dire que ce sont des briques tassées avec des interstices pouvant laisser passer l'air. Sur ce rang de briques, on retasse 2 lits espacés, croisés, dans lesquels on garnit de gros charbon, vous voyez, de houille. C'est ce charbon qui va faire le foyer, la masse de feu de départ. Procéder à l'allumage du foyer. Vous avez ici ce qu'on appelle la cheminée, c'est-à-dire 2 briques que l'on laisse au moment de la garniture en charbon. Quand le charbon est bien réparti partout, on enlève ces briques debout, ce qui nous fait une ouverture appelée cheminée, dans laquelle on allume le foyer. Alors, nous l'allumons à l'aide de charbon de bois. Du charbon de bois que l'on enflamme d'avance. Autour d'un four, il y a 8 briques. Le bois pour allumer. C'est un mot de sac de main. Bon, voilà. Le charbon de bois. Bon. Et c'est parti. Allez chercher les sardines. Oui, oui. On a la force, hein. Eh oui, on ne sait pas ce que ça va faire, mais... Eh oui. Ça les moustaches. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça s'enflamme. Ouais. Alors pour le départ du foyer, j'ai déposé dans le fond du four environ 800 kg de charbon pour faire une masse de feu, pour que ça puisse se prendre bien comme il faut et puis monter ensuite dans les briques. Alors
maintenant, on va répartir le charbon de bois dans toutes les cheminées. Bon, il y en a un qui descend avec le charbon Oui, et puis qui va on va mettre boucher la cheminée derrière moi, Ah oui, d'accord. à mesure. Puis l'autre qui reste en haut pour remplir les seaux, Oui, d'accord. à mesure qu'ils seront vides. Bon, ça y est, c'est parti. Voilà. Les boules. Alors, tu mets du charbon dessus tout de suite. Tout de suite. Encore de chaleur. D'accord. Ça fait une balle comme ça, c'est bon. Donc, le haut, ça sera trop fin. Vous voyez, ça commence à chauffer parce que la vapeur commence à sortir aussi. Oui. Bon, alors ça fait maintenant 2 heures bientôt qu'on a allumé le feu. Voilà qui commence à bien s'écarter. On va procéder maintenant à ce qu'on appelle le bouchage des cheminées. C'est-à-dire qu'on va terminer le lit avec les briques qu'on a en dépôt là, qui sont des briques qui ont déjà chauffé mais qui ne sont pas cuites. On y lâche un peu. Il va bout. Il va au bout. C'est bon? Place possible. Pour chaque lit, Jean Bessé étalera ainsi 20 picotins. C'est le nom de son petit panier, soit environ 100 kilos de charbon. Jusque-là, Jean Bessé a utilisé des briques déjà cuites lors d'une précédente fournée. La cuisson proprement dite va maintenant pouvoir commencer. On peut démarrer le premier lit de briques crues. Tu pousses à petit poil. Ce qu'on appelle la chaînette, c'est la brique croisée au long du mur. Pour mettre du plus gros charbon pour que ça chauffe un peu plus au long des murs.
Alors voici que va se terminer le premier lit de briques vertes, quoi, de briques crues. Alors nous voilà partis à mettre le deuxième lit de briques crues. Et voici que la fumée commence à apparaître aussi, la vapeur enfin. Bon, on va attaquer le 7e lit. Stop. « 8000 briques ont ainsi été placées dans le four pendant toute cette journée. Elles vont cuire toute la nuit et au petit matin, on va rajouter un petit peu de charbon aux endroits où le feu est le plus avancé pour compenser la perte de chaleur qui s'est faite pendant la nuit. Et maintenant on est prêt à repartir pour retasser un nouveau lit pour couvrir le feu et éviter la perte de chaleur. Là, c'est... il faut disposer rapidement un nouveau lit sur les briques brûlantes pour pouvoir travailler d'une manière un peu plus confortable et réaliser dès le matin une opération capitale, la sonde. Nous allons donc procéder à ce que l'on appelle le sondage du feu. Il s'agit d'aller chercher en profondeur quelques briques qui ont été placées hier afin de contrôler la cuisson. Voir si c'est suffisamment cuit ou si ça brûle. Alors, pour ce faire, il faut choisir un endroit où le feu est assez vif. Bon, premier lit. Avec la température, les briques se serrent. Puis les grains de charbon qui descendent entre ne favorisent pas toujours l'extraction.
ça serré. Hop. On se chauffe. Il y a du bout. Bon, voilà encore un lit de sortie. Voilà, la brique est bientôt cuite. Là. Ça y est, ça commence à être en fusion. Là, on arrive déjà à plus de 1000 degrés. Bon, nous arrivons donc au 4e lit d'hier matin. Alors à partir de ce moment-là, on peut se rendre compte si la cuisson est bien, s'il faut forcer à mettre du charbon ou au contraire réduire. Alors tous les matins, il faut procéder au même système pour vérifier la température, voir si la brique est suffisamment ou essayer d'aller chercher le lit suivant, mais ça n'est pas évident. Non. Non, il ne viendra pas. Enfin là, la brique est cuite. La brique est cuite. Donc la cuisson dans ces conditions-là ne doit pas être mauvaise. Bon, maintenant on va procéder à la fermeture de la sonde avec des briques déjà un peu cuites qui sont un peu moins fragiles. Et voilà. Dans l'ancien temps, les briques de sonde que l'on sortait, les briques rouges, servaient à faire chauffer le café. Et voici les échantillons du four. Apparemment convenable. Voilà. Maintenant qu'on sait que la cuisson se déroule normalement, il faut nourrir le feu en charbonnant à nouveau et entasser rapidement de nouvelles briques vertes, une à une, lit après lit. Pendant ce temps, des amis viennent voir la dernière cuisson de Jean. Parmi eux, Maurice Grelet, maçon retraité. Monsieur Grelet, vous êtes maçon à Montdoubleau et vous avez toujours utilisé la brique dans votre métier. Bon, on a toujours utilisé la brique depuis très longtemps parce que dans la région, beaucoup de maisons de construction sont faites en briques. Voilà, déjà avant la guerre, je me souviens, mes parents, mon père étant artisan, mon grand-père aussi, ils employaient beaucoup de briques et ces briques étaient toutes fabriquées dans la région ici à Soudé ou autour de Montdoubleau. Il y avait aussi des briqueteries, au gravier par exemple. Alors toutes ces briques servaient à monter des jambages, des ouvertures de fenêtres, des portes. Je me souviens, moi, en avoir employé un petit peu avant la guerre et un petit peu encore après, parce que après la guerre, il y a eu malheureusement la concurrence des nouveaux matériaux qui sont venus sur le marché. Alors la brique était encore un petit peu employée, mais au fur et à mesure que les agglos sont venus, il y avait une question de main-d'œuvre, de manutention qui était là. Donc ça a été concurrencé par tous ces nouveaux matériaux. Maintenant, de moins en moins, on en emploie surtout pour la restauration, pour restaurer, refaire
les bâtiments anciens qu'on restaure, comme de plus en plus on y revient. Et on fait beaucoup de jambage, choses comme ça. Malheureusement, avec la disparition de cette briqueterie-là, ça va certainement poser beaucoup de problèmes parce qu'on n'en trouvera nulle part, on ne va plus trouver ces briques-là. Bon, je crois que pour le secteur, ça va être assez délicat, ça va être même plutôt embêtant. Oui. Ainsi, pendant les journées du mercredi, du jeudi et du vendredi, de nouvelles palettes de briques crues sont déchargées, de nouveaux lits sont montés, les uns après les autres, à la cadence de 7 à 8 lits par jour, toujours dans la chaleur, la vapeur et le soufre qui pique le nez et asphyxie petit à petit. Et le vendredi soir, c'est enfin terminé. Le four est fermé à son sommet par 2 lits de briques pour limiter les pertes de chaleur. La fatigue, mais aussi la satisfaction du travail accompli, se lisent sur les visages de nos amis. Malheureusement, c'est aussi la dernière fois que des briques auront été cuites dans le Perche vendômois. Un de mes fils aurait peut-être pu prendre la suite, mais étant donné le manque de vente plutôt, et puis il faut le dire, le répéter, le travail est vraiment pénible. C'est une chose pas facile. Enfin, c'est quand même heureux qu'aujourd'hui, que l'on puisse graver à jamais un ancien artisanat qui disparaît de la région et de partout, disons. Georges Lemoine déplore l'écart qui sépare les communautés de souche européenne et la communauté kanak en Nouvelle-Calédonie. Dans le Perche, la fin du destin d'un four à briques plus assez rentable malgré la cuisson simultanée de 60 000 briques. Steve-Henri Peters et Jean-Paul Cuel. À Soudet, dans le nord du Loir-et-Cher, une longue histoire de famille s'achève. Elle a débuté il y a plus de 100 ans. À cette époque, les maisons de Sologne, du Perche et du Vendômois n'étaient pas de broc, mais de briques. C'est mon grand-père, oui. C'est lui qui a créé ça. Comment il s'appelait? Monsieur Bessé Louis. Et puis après? Après, c'est mon père qui a pris la suite. Et puis moi, qui a continué. Et puis, de toute façon, on n'a plus suffisamment de travail pour que ce soit rentable. Qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine? L'année prochaine, eh bien, je vais me reposer. Je vais faire mon jardin. En attendant, il faut bien assurer la der des der. Les briques sont empilées savamment sur un lit de grosses houilles. Puis, entre chaque étage, on met de l'anthracite. La cuisson doit être homogène, elle monte à 1400 degrés. Disons, dans les temps où c'était valable, on arrivait à faire environ 150 000 briques par an, quoi. Et là, on en fait 50-60 000 ces dernières années, quoi. Dans un four, il en tient combien, là? Eh bien, dans un four plein, on en mettait environ 60 000. Pourquoi on vend plus de briques maintenant?
Tout ça, ça a été remplacé par le béton. Comme dans le Perche, on n'est pas rancunier avec la vie, la famille au grand complet est venue fêter ça. On va boire un coup. Une des questions, oui, pour terminer ça. Alors c'est quoi le mélange? Ça, il paraît que c'est un secret. À FR3, bien entendu, nous sommes dans le secret. Il y aura du marc de pomme, du cidre, du miel et du sirop de cassis. Et un médecin sur ce plateau pour nous dire si tout cela est bien convenable. Ce médecin participe